Bonjour à tous, nous sommes le mardi 31 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, le professeur Sayed M. Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Merci Nima. C'est toujours un grand plaisir d'être dans votre émission. Permettez-moi de commencer, professeur Marandi, par les nouvelles cibles. Juste avant de venir à ce podcast, nous avons eu Pete Hegseth avec le général King, qui parlait de la précision réelle des cibles des États-Unis en Iran. Nous savons qu'ils ont frappé certaines entreprises pharmaceutiques iraniennes qui fournissent des remèdes et des médicaments aux patients atteints de cancer. Alors, quelles sont ces cibles? Il ne s'agit pas seulement d'entreprises pharmaceutiques. Il y en a aussi une nouvelle. Hier, nous avons appris qu'ils avaient touché une école, tuant 10 enfants ainsi que leurs enseignants. Quelles sont donc ces cibles, compte tenu de ce que Pete Hegseth essaye de présenter à l'Occident dans les médias grand public? Et quelle est la réalité sur le terrain en Iran? Ils mentent. C'est clair comme de l'eau de roche pour quiconque en Iran qu'ils visent des maisons et des immeubles résidentiels. Je t'ai dit avant l'émission qu'ils frappaient des fermes avicoles pour anéantir l'industrie alimentaire du pays. Ils ont pris pour cible des entreprises pharmaceutiques, des écoles, des hôpitaux et des universités. Des universités importantes à Téhéran, ainsi que dans d'autres villes, des lieux où les jeunes vont pour se former, afin que demain, ils puissent construire leur maison, leur communauté, leur ville, leur pays. C'est essentiellement ce qu'ils font. Et la raison, c'est qu'ils sont frustrés. Ils ne peuvent pas frapper et détruire les centaines de bases souterraines de missiles, les centaines de bases souterraines de drones, les nombreuses usines qui produisent des missiles et des drones, ainsi que d'autres atouts essentiels qui seront révélés au fur et à mesure que la guerre se poursuivra, ou lorsque le régime Trump commencera son invasion des îles ou d'autres zones en Iran. Leur vengeance s'abat donc sur les gens ordinaires. Juste la nuit avant-hier, Nima, la nuit avant-hier, a seulement une courte distance à pied. C'est à environ 30 minutes de marche d'ici. Moins peut-être 15 ou 20 minutes. Ils ont bombardé une manifestation. Ils ont tiré des missiles sur une manifestation parce que, la nuit, à travers la ville de Téhéran et dans tout le pays, les gens se rassemblent en grand nombre. Quand je traverse la ville la nuit, parfois pour aller dans un studio ou ailleurs, on passe devant beaucoup d'entre elles, moyennes, immenses. Parfois, ce sont simplement des gens du quartier. Parfois, ce sont des rassemblements officiels, très importants, comme sur la place Engelab, la place Khorasan, ou, tu sais, la place Tajrish et tous ces autres endroits. Près de l'endroit où je me trouve maintenant, ils ont bombardé près de la place Artish. Il y avait un rassemblement, ils l'ont bombardé, ils ont tiré des missiles sur eux, et une femme a été tuée. Elle est morte, elle avait été grièvement blessée, et je viens d'apprendre, littéralement, il y a 20 minutes, qu'elle est morte la nuit dernière, de la part de quelqu'un qui était sur place. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Nous avons affaire à des monstres. Le régime Trump, le régime Netanyahou, ce sont des monstres. Les sionistes, l'Occident collectif, les régimes du Golfe Persique qui hébergent ces bases et facilitent les frappes aériennes depuis plus d'1 mois maintenant, ce sont tous des monstres. Et ils essaient constamment de cacher cela. Peu importe vraiment qu'il s'agisse des médias pro-Trump en Occident ou des médias anti-Trump. Ils peuvent ne pas aimer Trump, mais ils n'ont aucun problème à tuer des enfants. Ils n'ont aucun problème à assassiner des manifestants. Je veux dire, nous en avons déjà parlé lorsque la manifestation de la journée d'Al-Quds, à laquelle j'ai participé le dernier vendredi du Ramadan, a été bombardée et qu'une femme y a été tuée. Il y avait beaucoup d'images. J'ai tweeté à ce sujet, d'autres aussi.
Aucun des grands médias, des médias traditionnels ou des médias occidentaux contrôlés par la classe Epstein ne l'a montré, alors que cela aurait été la séquence de l'année. Et les gens, bien sûr, ne se sont pas précipités. Ils ne se sont pas enfuis. Ils ont tenu bon. Et cela se produit dans tout le pays. Comme je l'ai dit avant-hier soir encore, près de la place Artiche. Et à Hamadan, je connais une autre grève. À Anzali, je connais une autre grève. J'ai publié des vidéos de tout cela en ligne. Celle d'avant-hier soir, je n'en ai pas d'image. Mais l'Occident non plus. Donc ce n'est pas comme si les opposants à Trump en Occident faisaient preuve d'humanité. Ils sont comme Trump. Mais c'est la réalité quotidienne. Ils font grève sans relâche. Leur cible, ce sont les civils. Ils bombardent les camions qui transportent des marchandises d'une ville à une autre. Ils bombardent les ambulances. Je veux dire, en ce moment au Liban, ils frappent toutes les ambulances. Ils ont assassiné un grand nombre de secouristes là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le plus de gens possible meurent. Mais les médias occidentaux ne s'attardent pas sur cela. Ils essayent de faire au Liban ce qu'ils ont fait à Gaza. Et ne doutez pas une seconde. Quand cette guerre prendra fin, l'Iran veillera à ce que le Liban fasse partie de tout accord avec ses alliés de l'axe de la résistance. Le régime israélien ne pourra pas prendre le Liban et l'annexer comme en Syrie, sous le gouvernement de Jolani, le chef d'Al-Qaïda, où ils sont complètement indifférents. Je pense que c'est important, professeur Marandi. Désolé de vous interrompre. C'est important parce qu'en ce moment, nous avons entendu le ministre israélien de la Défense, Israel Katz. Il dit qu'ils vont garder la partie sud du Liban comme zone tampon, une zone de sécurité, quelque chose comme ça. Oui, cela ne sera pas toléré. Ni le Hezbollah, ni l'axe de la résistance ne le toléreront. Et l'Iran, en tant que membre de l'axe de la résistance, ne le tolérera pas non plus. Professeur Marandi, l'autre aspect, vous savez, nous avons appris l'existence d'une attaque contre les ressources en eau dans l'une des villes. Je le sais parce qu'elle se trouve au Khuzestan, dans la ville de Haftapeh. Je connais cette ville. Je sais qu'elle n'a rien à voir avec le complexe militaro-industriel, ni avec le programme nucléaire. Rien, absolument rien. Pensez-vous que si ces attaques contre les ressources en eau se poursuivent, ce qui est important pour les petites villes éloignées des grandes, cela pourrait provoquer de graves problèmes de gestion en cas d'incident. Parce qu'il semble qu'ils cherchent à faire souffrir la population, à exercer une pression sur le gouvernement à travers la société. Ce qu'ils ne comprennent pas. Si c'est leur objectif, ils ne comprennent pas les Iraniens, à mon avis. Mais quelle serait la réponse s'ils continuaient avec ce genre d'attitude? Eh bien, tu as raison. Ils ont pris pour cible les ressources en eau de cette ville. Et bien sûr, les médias occidentaux n'en parlent pas. Et en général, Nima, nulle part près de nos frontières, nous n'avons d'installation militaire importante. Nulle part. Toutes les bases souterraines pour les missiles et les drones se trouvent profondément à l'intérieur de l'Iran. Les bases souterraines situées près des frontières sont destinées à la défense en cas d'invasion. Donc, s'il y a une invasion, ils seront confrontés à des gens très bien retranchés, très bien en place. Ils disposent d'installations souterraines pour la résistance. Mais il n'y a aucun grand centre militaro-industriel, ni aucune base majeure près des frontières, car ce serait insensé. Ils sont tous profondément enfouis, donc difficilement accessibles. Mais ce n'est pas seulement là qu'ils ont frappé. Ils ont aussi visé les ressources en eau. Il y a quelques jours, ils ont touché l'usine de dessalement de l'île de Keshm, qui compte une population importante. L'Iran a averti que si cela continue, il ciblera les usines de dessalement en Palestine occupée
et de l'autre côté du golfe Persique. Car il faut se rappeler qu'ils sont tous complices de cette guerre. Ils font tous partie d'une large coalition. Le régime israélien, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats, ils sont tous dans le même camp. Les Américains et les Israéliens coordonnent toutes leurs frappes. Lorsqu'ils bombardent des manifestations dans différentes villes, lorsqu'ils bombardent des gens dans les rues brandissant des drapeaux, c'est fait de manière coordonnée. Ils sont totalement coordonnés. Mais les Américains le font par l'intermédiaire de ces régimes, qui sont des dictatures familiales. Par conséquent, l'Iran cherchera à se venger pour empêcher que cela ne continue, en frappant ces régimes du Golfe Persique ainsi que le régime israélien. Et l'Iran l'a déjà fait auparavant. Je pense donc que Trump reconnaît les dangers. Lorsqu'ils ont visé les installations gazières de l'Iran, celui-ci a riposté immédiatement et provoqué une dévastation bien plus grande. Pourquoi? Pour empêcher que cela ne continue. Et puis Trump a reculé et a dit « Je ne savais rien à ce sujet », ce qui est absurde. Ils sont parfaitement coordonnés. Il se peut qu'il n'en ait pas eu connaissance personnellement parce qu'il était occupé à jouer au golf ou autre chose, mais c'est coordonné. Et ensuite, lorsqu'ils ont bombardé plusieurs usines iraniennes, l'Iran a commencé à frapper des usines dans le golfe Persique, comme les usines d'aluminium aux Émirats et à Bahreïn, ainsi que d'autres installations. Donc quoi qu'il fasse, l'Iran ripostera plus durement. Et cela inclut bien sûr le pétrole et le gaz. Ainsi, si Trump met à exécution la menace qu'il a répétée hier, celle de détruire toutes les infrastructures clés de l'Iran, eh bien, ce sont des crimes contre l'humanité. Et personne en Occident ne s'en plaint. Personne ne dit que c'est scandaleux. Tout comme personne ne dit qu'il est scandaleux d'étrangler le peuple cubain. Les élites occidentales, qu'il s'agisse des médias, de la gauche, de la droite ou des libéraux, ils sont tous pareils. Ils peuvent se détester entre eux, mais ils sont tous les mêmes lorsqu'il s'agit d'empire. Donc, s'il fait cela, si Trump décide de détruire notre infrastructure essentielle, l'Iran détruira tout. Il ne restera plus rien. Et si cela arrive, alors le détroit d'Ormuz, qu'il soit ouvert ou fermé, deviendra vraiment sans importance, car il n'y aura plus rien à exporter. C'est donc vraiment le choix de Trump. L'Iran n'a pas commencé cette guerre. Si vous regardez les médias occidentaux, vous ne le sauriez pas. L'Iran n'a pas commencé cette guerre. L'Iran n'a assassiné le dirigeant d'aucun autre pays. L'Iran n'a pas déclenché une guerre en massacrant des enfants. C'était intentionnel. Les premières cibles sont toujours choisies avec beaucoup de soin. Il n'y a aucune chance que ce soit une erreur, le ciblage de l'école de Minab. J'ai vu Human Rights Watch écrire quelque chose à propos des missiles iraniens, disant que 4 personnes en Israël, dans le régime israélien, ont été tuées. Et cela serait, je ne sais pas, un crime contre l'humanité. Je n'ai pas vérifié leur rapport précédent, mais quelqu'un m'a dit qu'il n'avait même rien dit à propos de Minab. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point Human Rights Watch et Amnesty International sont répugnants et honteux, et à quel point ils agissent ouvertement comme des instruments de l'Empire. Donc vous savez, c'est à cela que nous faisons face. L'Iran doit être ferme, l'Iran doit riposter durement, et il le fera. Nous verrons s'il continue, nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours. Mais il ne fait aucun doute que s'il frappe les réserves d'eau iraniennes ou d'autres infrastructures ou actifs essentiels du pays, comme les usines de dessalement, alors l'Iran ripostera bien plus violemment que la première fois en réponse. Aujourd'hui, Pete Hegseth, accompagné du général Kane, ont tous deux déclaré que les États-Unis et Israël avaient réduit les capacités de production d'armes de l'Iran.
Il parlait de missiles et de drones. Et d'après ce que nous avons appris du CGRI et du nouveau rapport à paraître, l'argument qu'il tentait de défendre lors de ce briefing était que le nombre de missiles et de drones diminuait parce que l'Iran n'en produisait plus. C'est pourquoi, disait-il, les chiffres baissaient. Mais d'après ce rapport, on constate en réalité que les chiffres augmentent au lieu de diminuer. Par exemple, le 27 mars, ou peut-être le 11 mars, nous avons vu 33 missiles destinés à Israël ou aux États arabes du Golfe Persique. En ce moment, c'est 40, un record absolu si l'on considère cela. Le nombre de drones est de 63, et ces deux chiffres augmentent par rapport à auparavant. Ils ne fournissent même pas d'informations précises, car personne ne rapporte ce que dit la partie iranienne dans ses rapports du CGRI. Les chiffres réels de ce qui se passe, de ce qu'ils tirent sur Israël, et si la production d'armes, de missiles et de drones est en cours à l'heure actuelle. D'après ce que je comprends, ils produisent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce le cas? Oui, ils produisent en continu. Et aussi, Yes, they are producing 24/7 and also they've been making and creating these missiles. Ils fabriquent ces missiles et ces drones depuis 20 ans maintenant. Ils en sont capables, et la plupart des bases souterraines n'ont même pas encore été utilisées. Elles attendent des ordres. L'Iran n'utilise que les bases de missiles connues afin que les autres restent cachées et puissent être utilisées le moment venu. Je veux dire, il disait déjà cela au 3e et au 4e jour. Pendant la première semaine, souvenez-vous, ils avaient apporté ces graphiques et n'arrêtaient pas de montrer comment les chiffres étaient censés diminuer jour après jour. Eh bien d'accord, si c'est le cas, alors continuons cette guerre. C'est le camp iranien qui n'a aucun problème à poursuivre la guerre. Le régime Trump veut s'en retirer. Donc, vous savez, les Iraniens disent « Venez, venez envahir ». The Iranians are saying, come and invade. And we're waiting for you because the Iranians want them to attack. Nous vous attendons parce que les Iraniens veulent qu'ils attaquent. Les Iraniens veulent une attaque terrestre. Ils veulent que cette guerre continue, car ils veulent infliger au régime Trump une réponse punitive afin que cela ne se reproduise plus jamais. Ce n'est pas que l'Iran veuille la guerre, c'est que l'Iran veut faire de celle-ci la dernière guerre. Ils veulent s'assurer que les États-Unis ne reviendront pas dans 1 an, ou 6 mois, ou 1 an et demi, ou 2 ans, pour menacer ou frapper à nouveau le pays. Il peut dire tout ce qu'il veut à la télévision, mais les Iraniens disent « Allons-y, continuons cette guerre, venez, envahissez le pays, prenez nos îles, prenez notre territoire. Nous vous attendons, nous vous rendrons hommage. » Nous allons vous offrir des cadeaux. Alors, entrez. Tout cela, c'est du n'importe quoi. Il le sait, tout le monde le sait. Les médias le savent. Les médias qui s'opposent à Trump parlent maintenant de manière critique. Non pas parce qu'ils sont différents de lui. Ils sont pareils. Mais si les choses ne s'annoncent pas bien, alors ils veulent se venger de Trump. Et ils savent que la situation se dégrade pour les États-Unis, car la crise énergétique commence à peine à se faire sentir, Nima. Et c'est triste. Je veux dire, je ne veux pas que le monde, et personne en Iran ne veut que le monde, subisse les conséquences. Mais il ne nous reste plus d'options. Ce pétrole, ce GNL, ces engrais viennent de pays qui sont des dictatures familiales, qui accueillent des forces américaines et qui facilitent les attaques contre l'Iran. Et puis ils reculent et disent « Nous sommes neutres », tout en se lamentant sur l'Iran. Cela doit cesser, et cela peut cesser. Si ces pays expulsent les États-Unis et déclarent « Nous n'autoriserons plus que nos territoires soient utilisés », alors ils auront fait un grand pas vers la fin de cette situation. Mais en tout cas, l'Iran ne permettra pas aux États-Unis d'utiliser le Golfe Persique à l'avenir comme plateforme pour attaquer l'Iran. Et l'Iran sera impitoyable envers ces régimes. Ils devront verser une compensation complète à l'Iran pour les crimes qu'ils ont commis et continuent de commettre contre le peuple iranien.
chacune de ces fermes avicoles, chacune de ces usines pharmaceutiques, chaque femme assassinée dans les rues par ces missiles. Ils devront en payer le prix. L'autre dimension de la guerre est la guerre économique et la manière dont Donald Trump essaie de manipuler le marché chaque lundi, vendredi ou dimanche. Il publie toujours quelque chose pour faire bouger le marché. Cette semaine, nous avons constaté que le marché ne prête plus vraiment attention à ce que dit Donald Trump, car les gens voient venir la manipulation de la part du président des États-Unis. Mais jusqu'à présent, cette manipulation a profité à Donald Trump et à Pete Hackett. Ils en tirent beaucoup d'argent. D'un autre côté, un nouvel acteur est entré en jeu. Mohammad Bagher Ghalibaf, le président du Parlement iranien, qui est intervenu en proposant aux Américains des services de conseil en investissement pour les marchés financiers américains, ce qui a provoqué pas mal d'agitation sur X. Comment voyez-vous la manière dont l'Iran affronte les États-Unis sur tous les fronts? Eh bien, j'ai lu que le tweet du Dr Ghalibaf s'est avéré juste et que ceux qui ont suivi son conseil ont fait le bon choix. En réalité, toute l'élite politique des États-Unis est profondément corrompue et elle pratique le délit d'initié. Ceux qui sont proches du centre du pouvoir, bien sûr, gagnent plus d'argent. Mais les opposants de Trump, à mesure que ce navire coule, que le navire de Trump coule, vont s'en prendre aux personnes qui l'entourent. Ils ne s'en prendront pas à leurs propres gens, mais ils viseront de plus en plus ceux qui entourent Trump pour délit d'initié. Non pas parce qu'ils sont contre la corruption, mais parce que ce navire est en train de couler, que les choses ne fonctionnent plus et qu'ils aimeraient en faire porter la responsabilité à Trump. Pas pour des raisons humanitaires, pas parce qu'ils sont des gens bien, mais parce que c'est politiquement la chose à faire pour eux. Mais le tweet du Dr Ghalibaf, je pense que les gens devraient le suivre. Ils devraient vraiment le suivre. Et les déclarations qu'il a faites sur le champ de bataille et sur l'avenir de la guerre sont importantes à prendre en considération. Les gens le connaissent moins, mais il est aussi très important, surtout parce qu'il a été un haut général des forces armées et qu'il a occupé des postes importants au cours des dernières décennies. Le Télégraphe a rapporté que des milliers de vols ont été annulés en raison de la flambée des prix du kérosène. Et Donald Trump tente de faire pression sur le Royaume-Uni, par exemple en déclarant « Vous devez l'acheter chez nous » ou rejoindre la guerre contre l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Quelle est votre évaluation, professeur Marandi, de la position des Européens jusqu'à présent? Ils ont dit qu'ils faisaient tout leur possible pour défendre Israël. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas disposés à participer à ce compromis, du moins d'après ce que nous avons appris. Ils ont déclaré « Ce n'est pas notre guerre ». L'Allemagne l'a dit, le Royaume-Uni l'a dit. L'Espagne a adopté une position très audacieuse sur ce qui se passe au Moyen-Orient, et l'Italie également. Quant à la France, aujourd'hui, Donald Trump a tweeté et publié que les Français ne coopéraient pas avec eux pour l'utilisation de leur espace aérien. Que se passe-t-il dans l'esprit des Européens? Parce qu'il semble qu'après tout, ils perçoivent, d'une certaine manière, la stratégie à long terme. Je ne sais pas. Quel est votre point de vue là-dessus? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je parle de leurs élites, pas des Européens ordinaires. Ces élites européennes sont comme des rats qui voient le navire couler. Elles sont déjà dans une situation très difficile. Je veux dire, la guerre en Ukraine a épuisé leurs ressources, et bien sûr les politiques insensées de l'UMMR, même avant cela, les ont poussées dans cette direction. Mais l'UMMR n'est pas en position de faire la guerre à l'Iran. Elle est déjà en train de perdre la guerre en Ukraine, et elle a vidé ses poches. Elle entre dans un long, très long hiver européen
qui pourrait durer de nombreuses années, voire des décennies. Ils comprennent donc dans quelle direction les choses vont. So they understand where things are going, and increasingly in the United States, people understand where things are going. Et de plus en plus, aux États-Unis, les gens comprennent dans quelle direction les choses vont. D'ailleurs, le fait que Trump dise maintenant qu'il pourrait mettre fin à cette guerre et laisser le détroit d'Ormuz tel qu'il est, personne en Iran ne le croit. Ici, on pense qu'il se prépare à lancer une offensive terrestre, et les preuves vont dans ce sens. Tout cela vise donc à manipuler le marché. Comme vous l'avez dit plus tôt, on croit largement qu'une attaque contre l'Iran est imminente. Et malgré le fait que nous détestions tous la guerre, c'est eux qui ont commencé cette guerre. On pense qu'elle est nécessaire, que nous devons passer par cette prochaine étape pour nous assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Eh bien, tout d'abord, d'après ce que je comprends, je ne sais rien à propos du deuxième AWACS. J'ai lu le rapport que vous avez mentionné. Mais le premier AWACS, celui dont nous avons vu les photos, détruit, a été touché par un drone. D'après ce que j'ai lu dans les sources et les médias iraniens, c'est un drone qui l'a frappé. Et cela montre à quel point les États-Unis sont vulnérables. Ce n'est pas comme si un missile hypersonique l'avait détruit. C'était un drone peu coûteux qui a abattu un avion américain clé, essentiel, surtout maintenant que toutes leurs installations radars, à l'exception de celle en Turquie, que l'Iran ne frappera pas en raison de sa relation avec ce pays, ont disparu. Mais la Turquie continue de permettre aux avions AWACS de survoler son espace aérien et de recueillir des renseignements contre l'Iran. De toute façon, ces régimes arabes sont déconnectés de la réalité. Depuis le tout début, ils espéraient que les États-Unis détruiraient les infrastructures clés de l'Iran, assassinent ses dirigeants principaux et que l'Iran capitule. Ce ne sont que des relais des États-Unis. Ils n'ont pas beaucoup d'autonomie. Je ne dis pas qu'ils sont tous identiques. Mais quand Trump déclare publiquement que Mohammed Ben Salman doit lui baiser les pieds, cela montre bien la nature de leur relation. Ce n'est pas comme si Mohammed Ben Salman convainquait Trump de faire quelque chose. Trump est en position de commandement dans cette relation. Donc, ce qu'il dit sera probablement en accord avec la pensée trumpienne, quelle qu'elle soit, puisqu'elle change d'une minute à l'autre. Ces régimes ne sont donc ni stables, ni dirigés par des dirigeants très brillants. Mohammed Ben Zayed n'est pas une personne très brillante. Il n'est pas très intelligent. Je connais certaines des personnes qui l'entourent. Je les ai rencontrées à de nombreuses reprises. Je ne veux pas les humilier ici en les nommant, mais ce sont des personnes bien connues. J'ai passé beaucoup de temps avec au moins 2 d'entre elles. Elles ne sont pas très intelligentes. Elles vivent dans leur propre univers parallèle. Et vous savez, comme elles ont accumulé énormément de richesses pour elles-mêmes, elles distribuent beaucoup d'aide. L'une des choses, c'est que, eh bien, tout d'abord,
Nous savons tous que le wahhabisme, par exemple, et cet extrémisme, cette idéologie takfiri ont été financés par ces régimes. L'Arabie saoudite et le Qatar en particulier. Ces dernières années, le Qatar a fait plus que quiconque. Mais par le passé, c'est historiquement l'Arabie saoudite qui a pris la tête grâce à ses vastes réseaux de centres religieux et de médias qu'il contrôle. Mais aucun d'eux ne fonctionne indépendamment de l'Empire. Ils agissent tous en pleine coordination avec lui. Les Émirats, tout ce qu'ils font au Yémen, au Soudan ou en Somalie, ne sont pas indépendants non plus. Il peut y avoir des différences dans leurs politiques respectives, mais ils appartiennent tous au camp occidental. C'est ainsi que le wahhabisme s'est propagé à travers des groupes extrémistes en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Libye et ailleurs. Ils utilisent ces terroristes. Le Qatar les a notamment aidés à les financer. Et malheureusement, les partisans d'Erdogan aussi, pour renverser le gouvernement libyen. La Syrie est un exemple plus connu, car il a fallu beaucoup de temps à l'Occident et aux États-Unis pour la faire tomber et y installer un régime fantoche. Mais la Libye est venue en premier. Ils ne sont donc pas des acteurs indépendants. Ils peuvent être affiliés à différentes personnes en Occident, aux États-Unis. Leurs groupes de pression ne sont pas les mêmes. Les Émirats font du lobbying auprès de certains groupes. Ils ont un secteur particulier de personnes aux États-Unis qui plaident pour eux. Ils les financent, les promeuvent, à travers des think tanks et des centres universitaires. Le Qatar a un autre réseau de personnes. Souvent, ils sont en conflit les uns avec les autres. Mais au final, aucun d'entre eux n'agit en dehors du camp américain. Oui, Netanyahou dit qu'il veut former une sorte de coalition, une alliance avec des États arabes de la région pour s'opposer aux actes de résistance. Je pense que c'est illusoire, parce que qui formerait l'armée? Les populations de ces pays sont totalement opposées à ce qui se passe à Gaza, à ce qui se déroule avec cette nouvelle guerre. Donc, il semble que si les dirigeants sont d'accord avec Netanyahou, ils supposent que l'opinion publique lui est favorable. Mais le sait-il vraiment? Le comprennent-ils réellement? Parce qu'on dit que le Mossad est très puissant, le Mossad fait ceci ou cela, mais à quel point sont-ils vraiment puissants pour comprendre la réalité du Moyen-Orient? Eh bien, on nous dit que c'est le chef du Mossad qui a convaincu les États-Unis de s'impliquer dans cette guerre, en affirmant que l'Iran s'effondrerait immédiatement. Ils mythifient leurs propres capacités. L'Iran se bat depuis plus d'un mois maintenant contre cette immense coalition. Certains y participent directement, comme ces dictatures. D'autres sont moins impliqués, mais en font tout de même partie, comme le régime de Bakou ou Erdogan en Turquie. D'autres encore y participent indirectement parce qu'ils appartiennent fermement au camp américain, comme les Européens. Ils ne veulent pas s'impliquer militairement, car ils savent que cela leur nuirait davantage, et ils sont déjà en grande difficulté. Mais ils continuent à provoquer l'Iran. Ils continuent à agir contre l'Iran. Ils continuent d'imposer une pression maximale sur les Iraniens ordinaires et utilisent les sanctions pour viser tout le monde en Iran. Vous savez, j'aurais aimé vérifier cela avant de venir dans votre émission. Il y a un rapport qui dit, je me trompe peut-être, qu'au cours des 50 dernières années, les sanctions américaines dans le monde ont tué quelque chose comme 37 millions de personnes. Je crois que j'en ai tweeté quelque chose hier. Mais voilà ce à quoi nous faisons face. Les États-Unis ont une série de pays qui sont leurs alliés et leurs proxys, et ils travaillent tous ensemble. Donc dans le cas de l'Iran, ils agissent tous de concert contre le pays. Tous les analystes israéliens, les analystes du régime israélien, les analystes américains, ils se sont tous trompés.
They all got it wrong. So their knowledge of Iran Ils se sont is tous trompés. very limited. Some say, Leur well, connaissance de l'Iran est très limitée. Certains disent, eh bien, pourquoi sont-ils efficaces pour mener des assassinats? C'est ce qu'ils font. Ils sont doués pour ça. C'est comme s'ils assassinaient depuis Kennedy. Donc, quand ils peuvent assassiner un président américain et s'en tirer, évidemment, c'est leur spécialité. Mais malgré tout, ils n'ont pas réussi à dissuader l'Iran. Ils n'ont pas réussi à affaiblir l'Iran. L'Iran continue de se battre, continue de tenir bon face à cette immense coalition, aux côtés de ses alliés au Liban, en Irak et au Yémen. Et vous avez tout à fait raison. Quand Netanyahou parle de cette coalition qu'il veut construire, il humilie essentiellement Mohammed Ben Salman et les autres, tout comme Trump l'a fait, parce que les gens les détestent. Les gens ne soutiennent ni l'Occident, ni ses régimes et leur guerre contre l'Iran. Regardez les sections de commentaires sur Al Jazeera Arabique et d'autres médias. Les populations du monde arabe soutiennent l'Iran. Les populations du Sud global soutiennent l'Iran. Un nombre important de personnes en Occident soutiennent la République islamique d'Iran et l'axe de la résistance. Malgré les médias dominants, malgré les takfiris qui font tout pour calomnier les Iraniens, vous savez, ils travaillent tous d'arrache-pied. Mais cela ne fonctionne pas. Professeur Marandi, je sais qu'au Parlement, l'un des députés en Iran parlait du TNP. Quelle serait la politique de l'Iran si le TNP s'avérait inefficace? Non seulement le TNP, d'autres évoquaient aussi le fait que le droit international n'est pas respecté par le président des États-Unis, car ils attaquent des hôpitaux et des écoles en Iran, et personne ne semble penser que le président américain se soucie du droit international. Et lorsqu'il s'agit de ces institutions internationales, censées protéger, par exemple, l'objectif principal du TNP, protéger l'AIEA, protéger l'Iran, puisque l'Iran fait partie du TNP, elle se retourne contre l'Iran au lieu de le protéger. Que se passe-t-il en Iran concernant le TNP et ses institutions internationales censées être importantes? Désolé d'interrompre. Je pense que vous faites allusion au Dr Boroujerdi, n'est-ce pas? Il a dit cela il y a quelques jours. Oui, en fait, je l'ai vu il y a 2 ou 3 nuits et nous avons parlé de ce sujet. C'est de plus en plus le consensus en Iran. Nous devrions quitter le TNP. Pas parce que nous voulons construire une arme nucléaire, mais parce que nous voulons protéger nos infrastructures vitales pour qu'elles ne puissent pas être bombardées à l'avenir. S'ils ont accès et qu'ils transmettent ce matériel, ce savoir, ces informations aux États-Unis, alors à un moment donné, cela pourrait être utilisé pour nous attaquer. Donc, les Iraniens disent, ils nous bombardent, ils nous tuent, ils nous sanctionnent. Nous n'avons rien à perdre, ils nous font la guerre. Alors quittons le TNP et construisons nos propres infrastructures là où ils ne pourront jamais les trouver. Et ce n'est pas très difficile. Je pense que le professeur Postel, dans votre émission et ailleurs, a expliqué à quel point l'Iran est technologiquement avancé et à quel point il est facile pour l'Iran avec les nouvelles technologies de progresser. Je veux dire, le monde change d'heure en heure. Vous avez maintenant l'intelligence artificielle, vous avez des avancées rapides dans les nouvelles technologies. Donc pour l'Iran, ce n'est plus comme avant. L'ISRE, quand il fallait utiliser ces énormes centrifugeuses, vous savez, comme les IR-1. Aujourd'hui, il existe des centrifugeuses bien plus perfectionnées. On peut enrichir l'uranium et faire beaucoup d'autres choses. Je veux dire, l'industrie nucléaire, les patients atteints de cancer en Iran en ont besoin. Et d'ailleurs, l'une des entreprises pharmaceutiques qui a été bombardée produisait des médicaments contre le cancer pour ses patients. Mais l'industrie nucléaire est très vaste et très importante pour le pays. Donc il y a des discussions sérieuses. Je le dis depuis des années maintenant. Mais cela devient, quand le Dr Boroujerdi dit cela, il occupe une position assez élevée au Parlement.
Et je pense que ces sentiments existent. Et bien sûr, la question est de savoir quel levier l'Occident a contre l'Iran. Ils ont tout essayé. Ils ont massacré des femmes dans les rues de Téhéran, massacré, et, bien sûr, sans aucune plainte en Occident, ni de la part de Human Rights Watch, qui attaque plutôt l'Iran. Mais je pense que c'est la direction que nous pourrions prendre. Oui. Yeah. You've mentioned the case of Lebanon. Lebanon is right now is fighting. Vous avez mentionné le cas du Liban. En ce moment, le Liban se bat d'une manière telle que, comme le dit le chef de Tsahal, il est au bord de l'effondrement en raison des pertes importantes subies dans le sud du pays. Il ne s'agit pas de pertes humaines. Leurs chars sont détruits par les actes de résistance du Liban, par le Hezbollah. D'un autre côté, on voit qu'ils essaient de faire pression sur l'ambassadeur iranien au Liban, le professeur Mehendi. Ils ont assassiné, je crois, lors de 2 attaques, 10 diplomates iraniens. L'ONU a-t-elle dit quelque chose à ce sujet? Les diplomates occidentaux au Liban ont-ils dit quelque chose à ce sujet? Non, ils s'en moquent. Mais cela n'exerce pas vraiment de pression sur le Hezbollah, car tout l'enjeu est justement de faire pression sur le Hezbollah. En ce qui concerne l'ambassadeur iranien ou d'autres manœuvres politiques, le Hezbollah se manifeste d'une manière qui surprend beaucoup de gens, par sa préparation et par la façon dont il participe à cette guerre. Pensez-vous que le Hezbollah se trouve dans une nouvelle position? Beaucoup affirmaient, après l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah, que ceux qui dirigent aujourd'hui le Hezbollah étaient auparavant sur le champ de bataille. Ils sont désormais commandants au sein du Hezbollah. Ce sont eux qui prennent les décisions. Est-ce bien le cas? Eh bien, vous savez, cela fait 1 an que nous en discutons. Après le cessez-le-feu au Liban, le récit en Occident était que la force du Hezbollah avait diminué, même si le régime israélien n'avait pas réussi à prendre de territoire. Ce n'est qu'après le cessez-le-feu que le gouvernement libanais, agissant comme un agent de l'Occident, a été formé. Les régimes du Golfe Persique et les gouvernements occidentaux ont ensemble imposé la création de ce gouvernement, qui n'est pas du tout favorable à la résistance. Même si la majorité des Libanais, selon les sondages et les élections au Liban, soutiennent la résistance, ils parviennent tout de même à manipuler la politique sur place pour installer à chaque fois un gouvernement anti-résistance au pouvoir. C'est probablement le gouvernement le plus anti-résistance que nous ayons vu jusqu'à présent dans ces actions. Malgré tout cela, ils ont affirmé que le Hezbollah était affaibli. Sous ce gouvernement, ils ont permis aux Israéliens d'avancer après le cessez-le-feu. Ils ont refusé de protéger le Sud et ont laissé le régime israélien entrer. Et comme toi et moi nous en souvenons, et tout le monde s'en souvient, ils n'ont cessé de dire que le Hezbollah était une force diminuée. J'ai toujours dit que ce n'était pas le cas. Le Hezbollah est une force puissante et il a fait preuve d'héroïsme. Il est entré dans le combat pour protéger Gaza, pour détourner des forces de Gaza afin que moins d'enfants soient massacrés. Ils ont sacrifié leurs propres enfants. Ils ont sacrifié leurs propres hommes et femmes. Et les Takfiris exultaient. Je veux dire, les Takfiris et beaucoup en Occident se réjouissaient au sujet du Hezbollah, comme s'ils voulaient croire qu'il avait échoué. Parce que les Takfiris ne sont pas différents des sionistes. Ils font tous partie du même camp plus large. Ils sont financés, créés et formés dans des centres soutenus par le Qatar, les Émirats, l'Arabie saoudite, le Koweït, le régime bahreïni, et ainsi de suite. Et malheureusement dans des lieux contrôlés par Erdogan. Mais cela s'est révélé faux, et nos évaluations se sont avérées justes, tout comme nos évaluations concernant l'Iran. Nous étions certains que lorsque cette guerre serait finalement menée, ils échoueraient.
Et nous avions dit que tout cela arriverait. Mais ils croient à leur propre propagande. Je veux dire, la propagande, c'est bien. Les Takfiri, les sionistes et l'Occident peuvent utiliser toute la propagande anti-iranienne qu'ils veulent. Mais ils devraient faire attention à ne pas croire à leur propre propagande, car ensuite, ils élaborent des politiques qui échouent. Ils se heurtent sans cesse à des murs et se demandent pourquoi. Ils devraient s'informer sur la résistance. Ils devraient apprendre auprès de sources proches de la résistance. Bien sûr, ils devraient apprendre auprès de personnes proches du Hezbollah pour comprendre pourquoi le Hezbollah est si puissant, pourquoi il est si résolu. Pourquoi sont-ils si uniques dans le monde dans lequel nous vivons? Malgré leur proximité avec le régime israélien, ils sont prêts à faire des sacrifices, non seulement pour défendre leur propre terre, mais aussi pour défendre le peuple palestinien. Et comme je l'ai dit, leur évaluation de l'Iran est toujours erronée, tout comme leur évaluation du Yémen l'a toujours été. Ils se sont toujours moqués du Yémen. Mais ensuite, lorsque les Américains ont lancé une guerre contre le Yémen, nous avons vu que le Yémen avait l'avantage. Il en va de même pour l'Irak. Et vous savez, je l'ai déjà dit dans une autre émission il y a quelque temps, ces analystes, deux très bons analystes, ont écrit un livre sur l'Iran il y a une dizaine d'années. Flint et Hillary Leverett. Ils ont travaillé à la Maison-Blanche. Flint était catholique, Hillary était juive. Ils s'y sont rencontrés en fait, et ils s'y sont mariés. Ils travaillaient donc au cœur du pouvoir. Il était responsable des affaires du Moyen-Orient au Conseil de sécurité nationale sous Condoleezza Rice. Il a démissionné à cause de la guerre en Irak et elle était responsable des affaires du Golfe Persique. Ils connaissaient donc bien la région. Après leur départ, ils ont écrit un livre intitulé Going to Tehran, qui est d'ailleurs un très bon livre. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il contient, mais s'il y a un seul livre sur l'Iran que je conseillerais de lire, ce serait celui-là. Et il disait que nous devrions aller à Téhéran et résoudre nos problèmes. Et ils ont abordé bon nombre des mythes concernant l'Iran. Eh bien, après cela, ces deux personnes ont été humiliées. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot juste. Ce sont des personnes dignes, mais ont été prises pour cible, marginalisées, ridiculisées. Si ces analystes et les personnes influentes à Washington avaient réellement lu leurs livres de manière objective et s'étaient abstenus d'écouter la propagande sioniste, wahhabite et takfiri salafiste, promus par les dictatures de la région du Golfe Persique, nous ne serions pas en guerre aujourd'hui. La nature de la relation aurait été complètement différente. À présent, il y aurait probablement eu des relations politiques entre l'Iran et les États-Unis. Si les gens avaient simplement lu le livre, eh bien je conseille à vos téléspectateurs de l'acheter, de le lire. Il date de quelques années, mais je pense qu'il reste. Encore une fois, je ne dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il contient, mais c'est probablement une très bonne source pour ceux qui veulent commencer à comprendre la politique iranienne, sa politique étrangère et sa relation avec les États-Unis. Mais aux États-Unis, les personnes qui tiennent des propos sensés sont rapidement écartées comme des apologistes du régime, même si elles n'ont rien à voir avec l'Iran. C'est la réalité, professeur Marandi. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran, il s'agit de la Russie, de l'Iran et de la Chine. Quiconque déteste ces pays devient l'expert à Washington, conseillant le gouvernement et les décideurs. Cela a été extrêmement destructeur pour ce qui s'est passé jusqu'à présent, aussi bien en Russie qu'en Iran aujourd'hui. Et il n'y a aucune courbe d'apprentissage, professeur Marandi. Elle est plate. Pas du tout. Zéro. Rien n'a changé. Je pense que le changement va être imposé au régime Trump ainsi qu'au régime de Washington après cette guerre. Mais ce ne sera pas parce qu'ils auront soudainement vu la lumière,
ce sera parce que la réalité sur le terrain va. seen the light, it's because the reality on the ground is going to change. Professor Marandi, one of the important Professeur points Marandi, for Iran, l'un des points importants pour l'Iran lorsqu'il considère cette guerre, car nous savons la mort et la destruction qui se produisent en Iran, concerne les réparations. L'Iran en parle. Ils doivent être indemnisés. L'un des moyens pratiques de recevoir ces réparations serait par le détroit d'Ormuz. L'Iran va-t-il faire payer tous les pays qui ont participé, ou d'une manière ou d'une autre, coopérer avec les États-Unis pendant cette guerre contre l'Iran, en utilisant le détroit d'Ormuz, en collectant de l'argent, peut-être en instaurant une nouvelle taxe ou une nouvelle ligne tarifaire dans la manière dont ils facturent ces pays? Yes, I think that is a decision that has been made. Oui, je pense que c'est une décision qui a été prise. Et il ne s'agit pas seulement de recevoir des réparations pour les énormes dégâts qu'ils continuent d'infliger à notre pays. Je veux dire, chaque jour, ils nous bombardent. Ce matin, ils nous ont bombardés. Cet après-midi, ils nous ont bombardés. La nuit dernière, ils nous ont bombardés à Téhéran et dans d'autres villes. Et ils le font tout le temps. Comme je l'ai dit, ils visent l'agriculture. Ils visent tout. Les entreprises pharmaceutiques, les usines, les universités. Ils ciblent des usines industrielles clés, vitales pour l'avenir du pays, essentiellement la production alimentaire. Oui, nous l'avons constaté. Exactement, ils visent tout. Donc chaque jour, le prix augmente. Ils vont payer pour cela, sans aucun doute. Mais il ne s'agit pas seulement de réparation. Il s'agit aussi de changer les réalités sur le terrain. L'Iran utilisera le levier dont il dispose pour s'assurer que ces pays ne soient plus une plateforme pour des bases militaires occidentales menant à la mort, à la destruction et au massacre en Iran ou ailleurs. Parce qu'ils ont utilisé ces bases contre le Yémen, ils ont soutenu tous les crimes qu'il a commis. Et ces régimes soutenaient Saddam Hussein. Mais lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, l'Iran a été le seul pays à s'y opposer. Je faisais partie du mouvement pacifiste au Royaume-Uni, j'étais étudiant là-bas, j'ai participé à ces manifestations, en particulier à la Grande Marche de Londres. Hassan Nasrallah s'est exprimé contre cela très ouvertement et très clairement. Mais ces régimes ont offert une tribune aux États-Unis. Ils veulent entretenir des relations politiques et économiques. Très bien. Qui ça intéresse? Personne ici ne s'en soucie. Sauf pour elle. Le régime israélien. Mais s'ils veulent accueillir des bases pouvant être utilisées contre l'Iran ou ses alliés dans la région, le détroit d'Ormuz constitue ce levier. Oui, il semble que nous ayons un problème avec la connexion du professeur Marandi. Ouais, Oui, on dirait que... Vous m'entendez, professeur Marandi? Ouais. On dirait que... Laissez-moi vérifier. Est-il connecté? Oui, il est parti. Il reviendra dans une minute. ouais. Je pense que ce que l'Iran a appris jusqu'à présent de la guerre, c'est à quel point l'Irak et le voisinage sont importants. Oui, le professeur Marandi est de retour. Désolé pour ça. C'est comme ça de nos jours. Oui. Quelle était la partie qui a été coupée? Tu parlais de l'Irak et de la guerre là-bas. Comment l'Iran s'était opposé à la guerre en Irak,
même si l'Iran et Saddam Hussein avaient été ennemis. Altogether opposed the war in Iraq. But these regimes, these family dictatorships, Mais ces régimes, ces dictatures familiales déconnectées, ont accueilli des forces américaines contre l'Iran pour rendre cela possible à l'avenir. Against Iran others to happen in future, the Strait of Hormuz is rich. Yeah. Oui, il semble que nous ayons encore un problème de connexion, professeur Marandi. Professor Marandi. D'accord, tu ne m'entendais pas? Yeah. Oui, non, on ne t'entendait pas. On n'a pas entendu ta réponse. And then, Laisse-moi essayer encore une fois. D'accord. okay. Yeah, he's going to be back. Oui, il reviendra. Unfortunately, Malheureusement, la connexion Internet n'est pas bonne en ce moment, good, right? mais il se reconnectera bientôt. He's going to get back. Mm. And they're not gonna Et ils ne vont pas, you know, vous savez, ces Arabes disent qu'ils apprendront rien. Je ne vois pas les choses comme ça. I don't see the- Yeah. Oui, vous êtes de retour, professeur Marandi. Professor Marandi. You're Ton point, ton point. right. Yeah. Yeah, I was just going to. Oui, je disais simplement que ces dictatures familiales ont été utilisées comme plateforme contre plusieurs pays, contre la Syrie, l'Irak, le Yémen, l'Iran et le Liban. Et bien sûr, tout cela vise à protéger le régime israélien. Même ces dictatures familiales l'ont compris maintenant. Mais l'Iran ne va pas leur permettre d'être une plateforme d'agression à l'avenir. Le détroit d'Ormuz fait partie de l'influence dont disposent les Iraniens pour s'assurer que cela n'arrive pas. Donc il ne s'agit pas seulement de réparation. Il s'agit aussi de s'assurer que l'Occident n'est pas ici un point d'appui qui lui permettrait de déclencher une autre guerre dans 6 mois, 1 an ou 1 an et demi. Oui, merci beaucoup, Thank you professeur so much, Marandi. Professor C'est un grand plaisir. Great pleasure. as Thank you, always. Nima. Sorry. Merci Nima. Désolé pour nous comprenons parfaitement la réalité de la situation. Mais je conseille à vos téléspectateurs de lire le livre Going to Tehran. Going to Tehran, oui. Yeah. C'est un très bon livre. Oui, merci. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il contient, mais je pense que c'est un très bon livre. Oui, merci, professeur Marandi. Merci, Nima. Thank you, Nima.